Retrouvez Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, des marchés qui reprennent un peu leur souffle, qui marquent une pause après le rallye des derniers jours. Le CAC 40 termine légèrement positif ce soir avec le soutien du secteur du luxe. LVMH a terminé au plus haut historique en tête du CAC 40 ce soir avec Kering et Hermès dans le sillage. On notera à l'inverse Total qui a vu son cours de bourse terminer dans le rouge finalement. Le titre avait ouvert en hausse ce matin après les résultats annuels de Total, solide avec une génération de cash flow qui permet de maintenir le dividende contrairement à d'autres groupes pétroliers, qui permet également de couvrir les investissements prévus pour 2021 avec une montée en puissance des investissements dans le renouvelable. Bien sûr, c'est la feuille de route de Total qui est réaffirmée aujourd'hui par le management avec même le symbole du changement de nom qui arrivera dans quelques mois et Total deviendra ainsi Total Énergie. Mais malgré cela, le cours de bourse de Total a signé une baisse d'un peu plus d'1,5% ce soir, la plus forte baisse du CAC 40. On notera également dans les histoires de marché spécifiques aujourd'hui l'envolée d'HRS, le thème de l'hydrogène. Pour son premier jour de cotation sur Euronext Growth, le titre a gagné plus de 30%. Et puis on a enfin la réponse au mystère Natixis. Le cours de bourse de Natixis était suspendu depuis ce matin à la demande de la société et BPCE a donc bien décidé de déposer une offre pour retirer Natixis de la cote, une offre qui concerne un peu moins de 30% du capital qui manque aujourd'hui à BPCE et l'offre se fera à un prix de 4 € par action, ce qui est une prime assez maigre par rapport au dernier cours de bourse de Natixis, à une prime de moins de 10%. Le cours de bourse de Natixis a bien rebondi quand même ces dernières semaines, il gagne plus de 30% depuis le 1er janvier, mais c'est vrai que quand on remonte à la genèse de Natixis et son introduction en bourse en 2006, on est évidemment sur des prix totalement différents. L'introduction en bourse de Natixis en 2006 s'était faite au prix de 19,55 € par action contre 4 € donc proposé aujourd'hui par la maison mère BPCE. La surchauffe, c'est le thème du moment sur les marchés et dans l'économie, le risque de surchauffe de l'économie américaine. Tout le monde espérait effectivement une reflation gentille, douce de l'économie américaine. Certains économistes estiment qu'au regard des montants qui sont prêts à être injectés par le gouvernement américain, c'est plus un risque de surchauffe, mais un risque de bouillonnement pour l'économie américaine avec des effets qui pourraient être délétères. On en parlera avec nos invités de Planète Marché évidemment dans quelques minutes. Et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique marché à thème avec un thème ce soir, le thème de la sécurité dont on parlera avec Mathieu Rollin, co-gérant du fonds Thematics Safety chez Thematics Asset Management. Une séance de pause pour les indices européens. Le résumé complet après la clôture, c'est chaque soir avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Clôture à l'équilibre ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,10% à 5691 points. Cet indice parisien qui marque une pause à l'approche des 5700 points tandis que les investisseurs se concentrent aujourd'hui sur les résultats d'entreprise. La tendance est similaire à Wall Street après les nouveaux sommets atteints hier. Wall Street où les investisseurs constatent les efforts des démocrates pour avancer en matière de plan de relance tout en tentant de rassurer les républicains réticents au projet. La commission des voies et moyens de la Chambre des représentants a en effet adopté hier un texte proposant de limiter le versement du chèque de 1 400 $ aux Américains dont le revenu n'excède pas 75 000 $ par an pour une personne seule et 150 000 $ par an pour un couple marié. En Europe à présent, l'Allemagne fait état d'un excédent commercial en recul de 20% en 2020 à 179 milliards d'euros, un recul dû à un recul de plus de 9% de ses exportations et d'un peu plus de 7% de ses importations. Du côté des résultats suivi par les investisseurs parisiens. À présent, on commence par Total. Total qui fait état d'une perte nette de 7,2 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année 2020. Un recul en lien direct avec la chute de la demande mondiale, mais aussi à cause de la chute des prix du pétrole. Le groupe qui réalisait un bénéfice de 11,2 milliards de dollars en 2019 voit ainsi son bénéfice net ajusté chuter de 66% à 4,06 milliards de dollars.
Un résultat que le PDG de Total a tenu à comparer aux autres majors pétrolières, expliquant que le groupe français s'en sortait mieux que ses concurrents. Il n'en reste pas moins que pour son PDG, l'heure est à présent à l'accélération de la transition énergétique. Patrick Pouyanné a en effet déclaré ne plus vouloir croître dans le pétrole, mais vouloir miser sur le gaz et l'électricité renouvelable. Le PDG compte ainsi faire fondre la part de ses produits pétroliers de 55% à 30% d'ici 2030. Un changement de cap qui s'accompagne d'ailleurs d'un changement de nom, puisque Total souhaite désormais s'appeler Total Énergie. Le résultat de l'entreprise meilleur qu'attendu a tout d'abord fait grimper le titre aujourd'hui avant de retomber dans le rouge. Total qui clôture ce soir en baisse de 1,75%. On notera également que l'entreprise a précisé qu'elle allait verser un dividende de 66 centimes par action. Autre valeur à la une ce soir, Natixis a demandé ce matin la suspension de la cotation de son titre dans l'attente d'un nouveau communiqué de sa part. Sa maison mère BPCE serait en discussion avancée pour déposer une offre formelle de rachat du solde d'environ 30% du capital qu'il ne détient pas encore dans la banque selon Bloomberg. BPCE qui envisagerait de présenter cette offre cette semaine, tandis que Natixis doit justement présenter ses résultats ce jeudi. Une rumeur qui est étayée par le fait que Natixis avait démenti tout retrait de la cote en juillet dernier, mais que l'engagement pris à l'époque n'était valable que 6 mois selon les règles fixées par l'AMF, engagement qui prenait donc fin en janvier. Renault recule de son côté ce soir à cause des résultats dévoilés par son partenaire Nissan. L'entreprise japonaise, dont 43% du capital est détenu par Renault, a fait état d'une perte de 300 millions d'euros au troisième trimestre, une perte qui entraînera une contribution négative sur le résultat de Renault de 123 millions d'euros. Renault qui doit justement publier ses résultats en fin de semaine prochaine, le titre Renault qui perdait ce soir 1,66%. Et on finit avec l'agenda des prochaines actualités à suivre. Ce soir tout d'abord, les investisseurs pourront prendre connaissance des résultats trimestriels de Twitter mais aussi de Cisco Systems. Demain, ces mêmes investisseurs pourront prendre connaissance de la production industrielle pour le mois de décembre en France, mais aussi des prix à la consommation en Allemagne pour le mois de janvier. Prix à la production et prix à la consommation que les investisseurs découvriront également pour le mois de janvier en Chine. Côté entreprise, les investisseurs découvriront les résultats annuels de Air Liquide, de Société Générale ou encore de Unibail Rodamco Westfield en ce qui concerne les sociétés du CAC 40. Ils découvriront également les résultats de Carmat ou encore de l'entreprise Lectra. Nicolas Pagnaz avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir en plateau qui décryptent les mouvements de la planète marché. Jeanne Asraf-Biton est avec nous ce soir, directrice de la recherche marché de l'Ixor Asset Management. Bonsoir Jeanne. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Virginie Robert de nous accompagner ce soir également. Bonsoir Virginie. Bonsoir Grégoire. Vous êtes la présidente de Constance Associés. Et merci enfin à Philippe Forny. Bonsoir Philippe. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur des gestions privées de BNP Paribas. Virginie, en tant qu'actionnaire de Tesla, j'imagine que vous l'êtes toujours. Depuis un mois, vous n'avez pas liquidé toutes vos actions Tesla. J'écrète toutes les semaines. Vous écrétez toutes les semaines parce que ça n'arrête pas de monter. Ça a pris 20% encore depuis le début de l'année. Non, mais l'histoire, c'est quand même de savoir si vous êtes contente en tant qu'actionnaire de Tesla, de savoir que Elon Musk a placé un peu moins de 10% de sa trésorerie en Bitcoin, 1,5 milliard de dollars, et envisage que l'on puisse demain régler sa Tesla en Bitcoin. D'ailleurs, je pense que pour un Bitcoin, on doit pouvoir se payer une belle Tesla aujourd'hui. Je m'interroge. Ah. Je m'interroge, je ne sais pas Vous avez quoi été en surprise. penser. Oui, surprise. Et surtout, j'essaye de comprendre depuis 24 heures pourquoi il a fait ça. Parce que utiliser le Bitcoin comme moyen de paiement, il n'a pas besoin d'en avoir dans sa caisse, quelque part. Donc, est-ce que c'est un coup marketing ? On sait que Tesla est assorti d'une image aussi, je dirais, industrie propre, entre guillemets. Oui, on sait que c'est très controversé, justement, avec le Bitcoin. C'est une valeur qui est très détenue par les investisseurs ESG, on peut dire. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, le Bitcoin, évidemment, à l'opposé, a une empreinte carbone qui ne semble pas être tout à fait idéale. Donc, je m'interroge, je ne sais pas ce que ça veut dire derrière. Il expliquait que, effectivement, c'était pour diversifier et il demandait aux banquiers, quelque part, de lui trouver
des possibilités de rémunérer sa trésorerie et qu'il était bien déçu de n'avoir aucun rendement sur cette trésorerie. Je vous rappelle qu'il a quand même 19 milliards de trésorerie. Donc voilà, alors je ne sais pas si c'est un coup marketing, si c'est pour agiter encore une idée ou s'il a une idée très précise à long terme, mais comme il est très rusé, on peut imaginer qu'il y a quelque chose derrière, mais je n'ai pas la réponse, Grégoire, je suis désolée. Ce qui est vrai, Virginie, non mais on s'intéresse, on creuse le sujet ensemble. Ce qui est vrai, c'est que de plus en plus de corporates, alors pas de la taille de Tesla, visiblement investissent ou placent une partie de leur liquidité sur ces cryptos et dans le Bitcoin. MicroStrategy, qui est une société qui elle-même a placé de la liquidité, certaines de ses liquidités en Bitcoin, a fait le compte, en tout cas avec les données disponibles, et estime qu'aujourd'hui, il y a 50 milliards de dollars de Bitcoin qui sont détenus par des corporates ou cotés ou non cotés. Est-ce que c'est un phénomène qui peut prendre de l'ampleur ? Est-ce que c'est l'institutionnalisation du Bitcoin déjà comme actif de diversification ? Et puis se pose également la question du paiement, puisqu'il veut aller jusqu'à proposer des paiements en Bitcoin pour Tesla. Je précise enfin que PayPal, il y a quelques mois, avait initié le mouvement en déclarant que le service de paiement PayPal allait faire en sorte que la transaction Bitcoin soit facilitée à travers son système de paiement. Square également. Des acteurs du paiement sont en train de regarder. Tout à fait, mais c'est parce que peut-être qu'ils ont peur de passer à côté de quelque chose, mais concrètement, le Bitcoin, il n'y a pas de valeur intrinsèque. Donc, il n'y a pas derrière, il n'y a pas une stratégie, c'est un actif qui est limité. Donc, effectivement, si tout le monde commence à l'acheter, il y a un effet d'entraînement, mais il y a plein de défauts à cette... ce qu'on peut dire, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir quand même, je pense, une réponse de la part des régulateurs. Il va y avoir une compétition. Pourquoi il n'y aurait qu'un Bitcoin ? À ce moment-là, tout le monde peut y aller de sa monnaie. Et d'ailleurs, les banquiers centraux ont également la possibilité d'avoir, on avait parlé de yuan, mais bon, le euro, etc. Et de toute façon, aujourd'hui, on paye déjà avec des monnaies numériques. Alors, voilà, je pense qu'il y a une espèce de momentum, là, qui... et de l'opportunisme, vous trouvez... Oui, voilà, mais moi, je serais assez prudente, quand même, parce que le jour où les régulateurs, et d'ailleurs, certains régulateurs sont déjà exprimés, la FCA anglaise, en disant, attention, ça peut aller à zéro. Donc là, il y a une espèce d'emballement. Moi, en tous les cas, je ne m'y risquerais pas. C'est 10 fois la volatilité d'une monnaie traditionnelle comme l'euro, par exemple. Le Bitcoin, encore aujourd'hui, mais on peut imaginer que si on a de plus en plus d'entreprises ou de gens qui l'utilisent, y compris en moyen de paiement, peut-être que cette volatilité, elle peut être réduite demain. La vraie question, c'est quelle confiance vous pouvez avoir à un moment donné. Peut-être que dans 10 ans, on aura très confiance dans le Bitcoin, mais pour le moment, aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'ensemble des opérateurs aient cette confiance et ne pourraient pas l'utiliser. Tant qu'on ne nous demande pas de payer nos impôts en Bitcoin, on est tranquille. Je crois que c'est le maire de quelle ville aux États-Unis qui propose, qui avait envisagé de payer certains fonctionnaires de la ville. C'est pas le maire de Miami. Et il n'était pas forcément d'accord. Juste un mot encore, Virginie. Est-ce que le fait de savoir désormais que Bitcoin a investi que Tesla a investi dans le Bitcoin, est-ce que ça change le cas d'investissement de Tesla ? Non. Moi, je suis très embêtée par la valorisation de Tesla, parce que moi, Tesla, je ne valorise pas de cette façon, je trouve que c'est cher. Donc, effectivement, surtout ne pas en acheter à ces niveaux-là. Maintenant, moi, je suis un investisseur à long terme, donc je les ai depuis longtemps, effectivement, et je les ai en dose modérée. Voilà. Mais non, pour moi, ça ne change pas ça change pas du tout la stratégie qu'il y a derrière dans l'histoire Tesla. Philippe, vos commentaires, Jeanne, sur Tesla, le Bitcoin, c'est quand même la nouvelle du moment. Je suis un peu surpris qu'une entreprise, en général, utilise ce moyen de paiement, on va dire cette crypto-monnaie, avec une valeur qui est indéfinissable par construction, qui évolue dans tous les sens, sur lequel il n'y a pas vraiment de fondamentaux sur lesquels s'appuyer, dans une gestion de trésorerie où on est quand même redevable des comptes, je dirais, aux actionnaires. On peut avoir, certes, des plus-values latentes, et j'ai compris
compris que dans cette opération, ils avaient déjà gagné pas loin de 300 millions de dollars en plus-value latente, donc c'est-à-dire non acquis. Par contre, il peut y avoir des pertes associées qui vont passer directement dans les comptes de l'entreprise. Donc, je suis quand même un peu surpris et je rejoins ce que disait Virginie. Je n'arrive pas à comprendre la logique de fond. Alors, encore une fois, les crypto-monnaies, c'est vrai que c'est très tendance. On a beaucoup de questions d'ailleurs de nos clients et c'est d'ailleurs surprenant parfois parce que des clients âgés nous posent aussi des questions sur les cryptos. Mais honnêtement, la recommandation là-dessus, on est évidemment très prudent parce que clairement, le sens est indéfinissable. Et donc, il y a de la spéculation, c'est de la spéculation pure. Après, il y a le côté ESG auquel nous sommes très sensibles, comme vous le savez. Ce côté ESG fait que pour nous, c'est quand même une horreur, le Bitcoin. Il faut que les téléspectateurs comprennent qu'on fait tourner des serveurs à plein régime, parce que c'est ce qu'on appelle du data mining, c'est-à-dire en fait de la gestion de données dans des ordinateurs très puissants, de par le monde. Et évidemment, ça crée énormément de chaleur, ça consomme énormément d'électricité, et donc c'est une horreur d'un point de vue ESG ou ISR. Un stratégiste rappelait hier dans l'émission, une transaction Bitcoin, c'est à peu près l'empreinte carbone d'un vol Paris-Moscou. Oui. Voilà. Et donc la multiplication de ces empreintes carbone, vous imaginez bien ce que ça peut donner, on va carrément à l'encontre de ce que certains préconisent en matière d'amélioration pour le climat. Donc vous dites, on ne peut pas à la fois se vouloir investisseur responsable et céder à la mode du Bitcoin. C'est une mode, j'en sais rien. Je suis un peu perplexe, très franchement, parce que je ne vois pas la raison économique fondamentale pour l'entreprise. Et en même temps, alors peut-être qu'il y a un coût marketing, effectivement, je ne vois pas cette raison économique fondamentale. Et dans le même temps, on va à l'encontre de ce qu'on préconise quand on est Tesla ou on vend soi-disant de la voiture propre. Donc ça m'échappe un peu. Il y a une incohérence pour vous là qu'il faut quand même souligner. On aimerait bien avoir une clarification de monsieur. Jeanne, votre sentiment, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est comment est-ce que vous avez évolué par rapport au sujet du Bitcoin, parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, on pouvait peut-être, je dis ça avec beaucoup d'humilité, balayer ça d'un revers de main, et aujourd'hui c'est quand même plus compliqué. Alors c'est vrai, néanmoins, il y a plusieurs aspects. Là, on évoquait Tesla qui place ou qui dit placer sa trésorerie. Il y a quand même de gros inconvénients au Bitcoin. Le premier, c'est que c'est un actif illiquide. Le deuxième, c'est que sa volatilité, vous l'avez dit tout à l'heure, est extrêmement élevée. C'est en gros une dizaine de fois celle des actions américaines. Donc c'est quand même une volatilité extrêmement élevée. Et puis la troisième, qui peut-être permettra au Bitcoin de prendre une autre dimension et d'être un peu légitimé, c'est le fait que les banquiers centraux s'y intéressent tous aujourd'hui, qu'il va y avoir des réglementations, probablement des réglementations pour protéger l'investisseur et pour suivre les transactions. Une fois que ces réglementations seront effectivement mises en œuvre, alors le Bitcoin pourra probablement acquérir une forme de légitimité, pas forcément en termes d'actifs de transaction, encore qu'il a des caractéristiques qui ressemblent à celles de l'or. C'est un actif qui est avec une issuance, avec des émissions restreintes, etc. Oui. Donc, il a des 21 millions et je crois qu'il reste à peu près 3 millions de bitcoins encore à miner pour atteindre le périmètre défini de 21 millions de bitcoins. Il y a un aspect comme ça, mais néanmoins, il nous manque de la liquidité, il manque de la légitimité et paradoxalement, je pense que c'est les réglementations des trésors, des banques centrales, etc., qui pourraient lui donner une forme de légitimité, mais plus comme un alternatif. Mais je pense que ça fait partie du paysage aujourd'hui. C'est installé dans le paysage. Mais on est dans un paysage très particulier dans lequel on a des taux qui sont au mieux à zéro, quand ils ne sont pas négatifs. Donc la recherche de rendement est partout. Et quand il y a un actif qui sort un peu du lot et qui offre... alors, c'est un actif volatile. C'est pas du rendement, c'est la plus-value. Non, quand je parlais rendement au sens global, rendement total, plus-value, bien sûr. Donc, quand on est sur un actif qui offre un potentiel de rentabilité avec un risque associé extrêmement élevé, il y en a peut-être qui sont tentés, mais on voit et on a vu ces derniers jours pas mal de signes que la spéculation devient un peu plus forte. Elle est le résultat d'une période qui est très particulière dans laquelle on est. Énormément d'argent mis sur le marché par les banquiers centraux, énormément d'argent mis sur le marché par les États. Donc c'est une période tout à fait particulière et on pourrait même se dire qu'au fond, le fait que les bulles soient aujourd'hui ou que les poches de spéculation, qu'il y ait des petites poches de spéculation ici et là,
c'est peut-être relativement bien compte tenu des caractéristiques. On pourrait être dans des bulles beaucoup plus violentes vu ce qui est mis aujourd'hui sur le marché pour soutenir l'économie, tant en termes monétaires que budgétaires, etc. Si j'entends bien votre discours, Jeanne, ça veut dire qu'on peut s'attendre à des exubérances de marché encore plus importantes. Mais elles ne sont pas très importantes que ce qu'on a aujourd'hui. Bah oui, elles ne sont pas très importantes aujourd'hui. On a eu une poche sur des petites valeurs avec du short squeeze, mais il faut être clair, le titre, il y avait un intérêt short qui était plus de 100% de son flottant. C'est rarissime historiquement. On ne l'a pas vu sur des titres. Donc oui, bien sûr, on pourrait en avoir beaucoup plus. Alors certes, l'évolution économique, vous avez dit tout à l'heure, dont vous parlerez, pourra peut-être à un moment inciter les banquiers centraux à donner des signaux comme quoi ils pourraient mettre un peu la pédale douce sur le soutien. Mais tant que ce n'est pas le cas, oui, je trouve que les signes de spéculation ne sont pas encore à un niveau donc vous dites, la raison l'emporte encore, enfin le marché est encore suffisamment rationnel pour qu'on puisse être confortable avec l'investissement risqué aujourd'hui. Oui. D'accord. Non, mais je vérifie à chaque fois. Bien sûr. Sur les surchauffes de marché, sur le marché américain en l'occurrence, parce que c'est peut-être là où ça chauffe le plus. Virginie, qu'est-ce qui vous a... c'est pas là où ça chauffe le plus. Ah, c'est pas là où ça chauffe le plus. Ah non, en Chine, ça chauffe moi je trouve que ça chauffe plus sur parfois les pays émergents, mais l'Europe aussi sur certains momentum. Enfin, il y a des bullettes, comme je dis, et je ne sais pas comment les appeler. C'est quoi les bulles en Europe alors, les bulles en Europe, mais vous parliez de cette introduction en bourse, je ne suis pas suivie. Oui. Mais l'hydrogène, je suis vraiment penchée sur le sujet hydrogène, parce que je me suis dit, je suis en train de pas comprendre. Donc j'ai essayé de comprendre exactement où se trouvait la chaîne de création de valeur. D'abord, on ne sait pas du tout si l'hydrogène sera l'outil, enfin moi j'appelle ça un outil plébiscité, donc ne nous emballons pas. 2, c'est cher à produire. Si on veut de l'énergie, je vous rappelle, verte. Si on veut qu'il soit propre, c'est plus cher. Parce que plutôt que du gris, je vous rappelle que la verte, il faut de l'électricité derrière. Et que ça coûte cher de produire ça. Et ensuite, tout le monde s'affole sur ces fameux outils d'électrolyse. Mais les outils d'électrolyse, il n'y a pas de super technologie derrière. Voilà, soyons clairs. Donc, ça sera de la commodities, comme je dis, une commoditisation de cette activité, si jamais l'hydrogène est plébiscité à l'avenir. Et déjà, on a un peu tendance, là, aujourd'hui, à avoir des... C'est comme en 2000, il y avait un mot qui était important. Oui, il y avait un mot. C'était pas Internet, le mot. Vous vous souvenez pas ? C'était contenu. Et tout ce qui pouvait apporter contenu à Internet, alors là, ça y est, on a acheté, ça partait... Comment on remplit les tuyaux, quoi. Et là, c'est pareil. Donc, on a des sujets comme ça. Donc, ça peut être l'hydrogène, ça peut être... Donc, il y a des espèces de bulles, de thématiques, de zones. Le pétrole, on disait Total tout à l'heure. Enfin, moi, je ne suis pas le dossier Total, mais je regardais l'évolution du Brent. On est à 60. On était à 60 avant la crise. D'accord. On n'est pas revenu. Alors, question-offre, ça a été très bien géré. Donc, les robinets sont bien fermés, mais ils vont commencer à se rouvrir. Peut-être pas du côté des alliés de l'OPEP, mais peut-être un peu ailleurs. Et question demande, on n'est pas revenu sur la demande d'avant-crise. Donc, faut un peu raison garder, regarder les choses. Alors, je sais que le marché... il aime anticiper. Moi-même, je suis évidemment dans l'anticipation de l'avenir des sociétés dans lesquelles nous investissons. Mais il faut peut-être différencier et essayer de faire son travail d'analyse et de fondamental. Ça fait un petit moment, Virginie, que je vous entends dire ça va trop vite, trop fort. Oui, est-ce que quand on est un investisseur raisonnable pour le compte de ses clients avec des visions moyen-long terme, est-ce que vous êtes encore confortable, alors avec vos investissements, je l'espère, mais est-ce que vous trouvez encore une manière de déployer la new money éventuellement que vous recevez, ou est-ce que c'est une période qui est pour vous qui nécessite un peu de recul, un peu de distance? Non, on a toujours des idées. On doit être capable dans tout environnement, donc on a toujours de la croissance, des idées, des prix raisonnables, ça se trouve encore dans le marché. Bien sûr, mais c'est pas des sujets à la mode. Voilà. Donc c'est pas des sujets à la mode, et c'est des sujets où il y a du bon fondamental, qui n'est pas forcément assorti d'une performance en bourse fantastique. Et aujourd'hui, on a une espèce de... Voilà. Et d'ailleurs, dans ces publications de résultats sur le S&P 500 qui sont absolument incroyables,
pour cette année que nous venons de vivre, parce qu'on a 60% du SPI qui a publié. Je rappelle qu'on a sur les earnings, enfin donc sur les bénéfices, sur les bénéfices, on a 83% de surprises positives par rapport au consensus, et on a 68% sur le chiffre d'affaires. C'est du jamais vu. J'ai jamais vu ça. Et pour 2020, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par une baisse du chiffre d'affaires du S&P 500 de combien? De 2,6%. Oui, bien sûr. C'est juste incroyable si on nous avait dit ça il y a quelques mois. D'accord? Et de 13% sur les earnings. OK. Et les attentes pour 2021 sont très importantes. Bon, il y a peut-être eu un décalage dans le consensus. Qu'est-ce qu'on a sous-estimé, Virginie? La capacité d'adaptation des entreprises? Bien sûr. Et je crois qu'elle est plus marquée, effectivement, sur ce marché américain. Mais regardez ce qu'a fait un Nike pendant la pandémie. C'est juste incroyable. Moi, je suis très impressionnée. Regardez un Estée Lauder. On n'en a pas parlé. Cette société a publié vendredi dernier, mais évidemment, c'est pas à la mode, donc on n'en parle pas. C'est-à-dire que c'est plus traditionnel. C'est du traditionnel. mais le titre se porte très très bien, d'ailleurs. Voilà. Donc, il faut regarder, il faut revenir un petit peu sur ces notions fondamentales. Et moi, ce qui m'affole un peu, c'est qu'il va y avoir des dégâts. À un moment donné, c'est clair, c'est comme il faut suivre les mots-clés et être prudent sur ces mots-clés. Bon. Sur les risques de marché, l'idée de la surchauffe, je sais pas, dans les phénomènes un peu bullesques ou d'exubérance, qu'est-ce qui vous inquiète le plus, Philippe, et comment est-ce que vous vous positionnez pour vos clients? La théorie de la surchauffe sur le marché américain pour l'instant. Alors peut-être qu'effectivement, si on met beaucoup d'argent, et demain il y aura peut-être une surchauffe, mais enfin pour l'instant on n'est pas complètement dans cette dimension-là. Après sur les bulles, je partage par contre ce point de vue. Pour moi, on est peut-être sur une petite ébullition. Vous voyez, un petit feu doux. On a un petit feu doux. Pour l'instant, ça sort pas vraiment de la casserole. C'est voilà. Si on fait un peu de cuisine ce soir, puisque sur votre plateau... Mais j'ai plein d'analogies avec la cuisine, justement. Et donc, on est un peu sur cette ébullition. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses, et l'hydrogène, c'est une très bonne illustration. C'est effectivement ce qu'on considère aussi comme étant une petite bulle. Bon, le Bitcoin, on en a parlé tout à l'heure. Les spéculations en tout genre. On a parlé de GameStop largement, l'argent derrière, enfin, il y a eu pas mal de petites choses. Pour autant, nous, on considère que, d'abord, la perspective de marché devant nous paraît favorable. Les résultats, vous l'avez signalé, sont remarquables. Les entreprises ont une faculté d'adaptation qui est incroyable aux États-Unis, mais je pense aussi en Europe quand même dans une moindre mesure, certainement. On a quand même devant nous l'idée qu'on sort un peu du tunnel, que les vaccinations vont nettement se renforcer partout dans le monde et que quelque part on voit la lumière au bout du tunnel, ce qui n'était pas le cas il y a 6 mois en arrière. Donc évidemment, les marchés jouent cette carte-là à fond. Après, je pense qu'il faut effectivement savoir faire le tri. Nous, par exemple, clairement, sur les valeurs technologiques américaines, les fameux GAFA, les FANG, tout ce que vous voudrez, on a tendance à lever le pied très sensiblement. Par contre, on s'intéresse à des sous-secteurs autour des semi-conducteurs, on s'intéresse à des sous-secteurs autour des jeux vidéo. Bon. Et c'est bouillonnant aussi, ces secteurs. C'est bouillonnant. Bien sûr, c'est bouillonnant, parce que c'est aussi des secteurs qui sont un peu tendance, comme vous le disiez. Enfin, les semi-conducteurs, le monde est en pénurie de composants électroniques, donc c'est quoi? Je vais prendre un autre exemple, un truc qui va être beaucoup moins sexy. Aujourd'hui, par exemple, est-ce qu'il ne faut pas commencer à se réinterroger à tout ce qui était voyage et hôtellerie? C'est super moins sexy parce que c'est quand même moins technologique, vous remarquerez. Mais si on pense vraiment que l'activité va reprendre, ce que, encore une fois, on croit, il est clair que ces secteurs qui sont, mais alors, à la cave de chez à la cave, ces secteurs-là, normalement, devraient commencer à se réactiver. Et d'ailleurs, quand vous regardez bien, on voit des petits prémices quand même de tout ça. Bon, alors évidemment, ça ne va peut-être pas accélérer en l'espace de quelques semaines, mais peut-être faut-il commencer à planter quelques banderilles dans ces secteurs-là. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas être présent sur le reste. Et effectivement, il y a plein de secteurs qui s'activent. Donc, je ne reviens pas sur tout ce qui est très cyclique, parce qu'effectivement, si vous avez une reprise qui est celle qu'on dépeint, on aura besoin de tous les secteurs cycliques, et c'est déjà des secteurs qui ont très bien fonctionné. Donc nous, on reste plutôt assez optimiste dans ce scénario-là. Alors après, on regarde effectivement ce que font les autorités budgétaires et monétaires, aux États-Unis notamment. Clairement, c'est quelque chose qui est un booster supplémentaire. Après, est-ce que ça générera l'inflation? C'est un peu la tendance de la question actuelle. C'est le thème de l'inflation qui revient notamment aux États-Unis. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Mais Larry Summers, Olivier Blanchard et al. Nous disent que oui, effectivement, non seulement il y aura plus d'inflation, mais il y a un risque d'ébullition.
C'est-à-dire que c'est un peu le problème de la plaque électrique. On met le café à chauffer gentiment, on essaye de régler la plaque, et non mais ça continue de chauffer. Et ma grand-mère disait toujours café bouillu, café foutu. C'est-à-dire que non mais et ben voilà. Donc, non mais blague à part, je trouve que la manière dont le Summers et Blanchard posent le débat mérite quand même qu'on essaye de répondre à cette question. Si on a peut-être trop peu fait en 2008 pour gérer la récession, est-ce qu'on ne prend pas le risque, non pas d'en faire trop, mais d'en faire much too big, comme dit Olivier Blanchard. On met 3 fois la perte de richesse sur la table en matière de stimulus budgétaire aux États-Unis. C'est excessif. Écoutez, ce que je trouve intéressant, c'est que ce dont on parle, et on le disait à l'instant, c'est le fait que tout est anticipé très vite. En fait, quand on regarde d'où vient l'ébullition sur l'inflation et la thématique de surchauffe, elle vient du fait que les taux américains sont remontés à 1,15, 1,18. Donc, on repris 22 bips. Ce qui est quand même un énorme mouvement. Historiquement très bas. Voilà, à un niveau qui reste bon. Ceci étant dit, quand on regarde d'où vient cette remontée sur les taux à 10 ans, elle ne vient pas de la partie 0,5 ans, elle vient de la partie 5 ans, 10 ans. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que ce que le marché est en train d'escompter, c'est le fait que la reflation va fonctionner et que sur la période 5-10 ans, l'inflation reviendra au niveau de l'objectif de la Fed. Donc, jusque-là, j'allais dire que les craintes d'inflation qui se nourrissent au départ de ces anticipations ne regardent pas, enfin les gens qui en parlent ne regardent pas bien d'où vient cette partie-là. Elle vient d'une hypothèse qui est, ils vont en faire suffisamment, pas trop, suffisamment pour que l'objectif d'inflation soit atteint dans 5 ans. Ce qui n'est pas du tout l'hypothèse d'une surchauffe. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est que on est sur l'idée qu'ils vont arriver à passer leur plan de rescue de presque 2000 milliards. Très peu probable. Ils vont se mettre d'accord, républicains, démocrates, d'une façon ou d'une autre. C'est plutôt aux alentours de 1000 milliards, un peu plus, un peu moins, selon la façon dont ils vont procéder. Ce qui veut dire qu'ils sont susceptibles de couper sur certaines des poches, en particulier l'hélicoptère money, en particulier Vous pensez que Biden lâchera sur les chèques? Les 1400 $ de chèques aux ménages, ça a l'air d'être quand même une ligne ils sont déjà en train de lâcher, puisqu'ils sont déjà en train de dire que ce sera limité aux gens c'est très généreux pour l'instant. Qui gagnent jusqu'à tel montant. Donc, mieux ciblé. Donc, ciblé pour dire, ça ne sert à rien de les donner aux riches, puisque de toute façon, ils vont les épargner. Il y a des enquêtes énormes à la Fed pour expliquer ce qu'ils ont fait de l'argent qui, pour l'instant, a été massivement épargné, ce dans quoi les Américains veulent le dépenser en fonction de leurs revenus. Donc, ils vont cibler. Ça, déjà, ça fait baisser la note. Ensuite, vous avez, si effectivement la reprise s'accélère, ça veut dire que le chômage se réduit. Ça veut dire que toutes les indemnités additionnelles de chômage n'auront plus lieu d'être. Et là, ils retireront, là aussi. Donc, on fait comme si, d'abord, ce plan était voté et comme s'il était immuable. S'il y a bien une chose que les Américains savent faire, c'est être pragmatique. Donc, ça veut dire restreindre. Le plan, au fur et à mesure, ne leur posera aucun problème. Ça, j'ai très peu de trucs. Mais ça veut bien dire qu'il y a un risque de dérive inflationniste au-delà du raisonnable si on commence à tout vouloir continuer de mettre sur la table. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on en est loin. On est sur un niveau de chômage qui est extrêmement élevé pour les Américains. Donc, on n'y est pas du tout. Ce qu'on regarde, et là où il y a de la surchauffe, c'est sur le manufacturier, pas dans les services. Et les services, c'est le plus gros employeur à 80% dans la plupart de nos économies. Donc là, on n'est pas au plein emploi. La Fed l'a rappelé encore récemment. Son objectif, c'est le plein emploi. Et une inflation basse, mais aujourd'hui, elle l'a remonté un peu. Enfin, on connaît l'objectif. Elle n'y est pas. Donc, on n'est pas dans des conditions aujourd'hui de surchauffe. On est dans des conditions assez claires pour avoir une bonne reprise. Et n'oublions pas que selon la nature de la reprise, si elle est basée sur l'investissement, on aura un retour ou une forte augmentation de la productivité. Et là, on n'aura pas forcément de dérapage d'inflation. Et c'est une probabilité importante, effectivement, que le cycle d'investissement redémarre? Absolument, absolument.
L'idée de la reprise, c'est intéressant. Comment ça se traduit quand on est gérante comme vous, Virginie? Vous avez envie de jouer le thème de la consommation, les chèques, et ces chèques qui seront dépensés en partie, on l'espère, dans l'économie réelle. Est-ce que c'est plus encore le thème de l'investissement des entreprises qui a été mis en pause quand même, on va dire, depuis quelques mois? Qui a été mis en pause pour la plupart. Mais enfin, il y en avait beaucoup qui avaient des telles possibilités d'investissement qu'elles ne sont pas privées. Pendant que les autres, justement, on est rentré dans une compétition encore plus importante. Et nous, ça tombe bien, puisque nous, c'est ce qu'on regarde, c'est les avantages compétitifs. Mais on voit bien que ça fait la différence. Mais quand vous avez une force de frappe et que vous avez du cash pour vraiment mettre l'accélérateur sur votre R&D ou sur vos infrastructures, ou sur, c'est béni, quelque part. Donc là, moi, je pense que c'est ça qui fait la différence. Et nous, par définition, on va aller choisir les opérateurs qui ont cette stratégie. Après, en termes de secteur, c'est toujours compliqué, parce que c'est vrai qu'on se dit, le marché craint cette inflation, et ce sont des sous-jacents qui démontrent des signes d'inflation actuellement, et notamment les matières premières. Et ça, c'est un peu auto-alimenté par le marché. Parce que je reviens sur mon prix du Brent, mais c'est pareil pour le blé ou je ne sais quoi. Oui, c'est ça, les agricoles aussi. Et les matières agricoles. Ça pèse lourd dans certains indices d'inflation. Et donc, fatalement, mais ça, c'est un peu auto-alimenté, parce qu'on s'est dit, ça y est, on va repartir sur un schéma de consommation, puis la Chine va très bien, etc. Donc, il y a une espèce d'emballement, là, de surchauffe aussi, sur tout ce qui est commodities, bien sur mon commodities, qui risque peut-être de se calmer, parce qu'on n'est pas encore sorti non plus, on a encore de l'incertitude devant nous, il ne faut pas l'oublier. Donc, même si on a envie d'y croire. Donc, sur les thématiques, sur les secteurs, nous, de toute façon, on a toujours été sur la consommation plutôt discrétionnaire, puisque c'est là où vont se faire la différence des stratégies des sociétés. Dans la techno, les grosses technos, finalement, elles sont maintenant pas chères par rapport aux bullettes. Donc, il ne faut pas les négliger. Et elles ont surtout validé des résultats et des croissances qui sont bien là, elles, pour le coup, et bien visibles. Et on continue d'être investi. Moi, je pense que l'industrie, c'est un sujet qu'il faut vraiment regarder de près. Parce que ce que disait Madame est tout à fait vrai. Les gains de productivité, et l'industrie, c'est du long terme. Donc, nous, on est très investis aussi sur l'industrie. Voilà. Très intéressant de regarder par ce prisme-là aussi. Philippe Forny, sur les thèmes d'investissement, et puis si vous voulez qu'on dise un mot de Total, moi je veux bien, du secteur pétrolier aussi, est-ce que c'est un secteur intéressant en termes d'investissement, le cas d'investissement un peu Total et des pétroliers? Je vais commencer bien par sûr, Total, et puis j'élargirai un peu le débat après. Sur Total, je pense que ce qu'on peut dire, c'est qu'on est dans la reconversion totale, cette fois-ci. On annonce même le changement de nom, donc on se dirige vers de l'ESG-ISR, ce qui est quand même surprenant pour un pétrolier à la base, quand même. Mais c'est une démarche que je trouve plutôt assez astucieuse. Il y a une réalité derrière, c'est pas juste du marketing et du naming qui change. Non, je pense qu'il y a quand même une réalité. Alors je pense qu'on n'est pas arrivé au terme du parcours, et c'est plutôt l'accélération du parcours que le terme. Mais je pense quand même ils ont compris qu'il fallait se repositionner différemment. On sait bien que tout ce qui est donc énergie fossile, à un moment ou à un autre, ça sera fini. Alors ça ne va pas s'arrêter demain ou après-demain, c'est sûr, mais il faut commencer à prévoir que le paquebot vire sur son air. Et donc je pense que c'est exactement ce qu'était en train d'essayer de faire Total, et c'est quand même une différence de stratégie par rapport à la plupart des grands pétroliers internationaux. Ça, on peut le noter. Beaucoup d'analystes notent que Total fait partie quand même, on va dire, des best-in-class de ce point de vue-là. C'est notre lecture, quand on regarde les fameux critères ESG dans cette catégorie-là, c'est ce qu'on se dit en général. Alors après, sur les secteurs, on en a évoqué pas mal, parce que je rejoins ce que vous avez dit également sur toute la dimension industrielle. Alors, pour terminer sur les technologiques, les grandes, nous, on a moins d'appétit. On en a eu beaucoup, mais on a moins d'appétit aussi parce qu'on pense qu'elles vont être un peu régulées, de plus en plus régulées. Parce que honnêtement, quand on voit les failles sur la sécurité des données personnelles répétitives, notamment chez Facebook et chez d'autres, on voit quand même que les régulateurs s'intéressent à ça. Aux États-Unis, maintenant aussi, puisque chez Trump, du temps de Trump, c'était pas possible, mais on voit quand même. On pense pour autant que ça n'ira pas si loin que ça, parce qu'ils vont quand même pas se tirer une balle dans le pied par rapport à la compétition internationale et notamment chinoise. Mais
ça nous fait dire que on a quand même bien profité de cette situation et qu'il faut commencer à trouver d'autres choses. Après, effectivement, tout ce qui est consommation, parce qu'on pense que le redémarrage, il se fera aussi par la consommation. On ne croit pas un seul instant que les ménages américains ou les ménages européens vont dépenser l'intégralité de leur épargne disponible, parce que je pense que quand vous avez accumulé autant d'épargne, évidemment, ça dépend un peu des différents niveaux de ressources et de revenus, mais vous avez tendance quand même à vous dire que la crise vous a fait peur et que vous garderez toujours une épargne de précaution. Après chaque crise, je crois que le niveau d'épargne est toujours un peu plus élevé que précédemment. En fait, c'est un système de marge d'escalier. Donc vous avez un système qui monte à chaque fois d'un cran. Bon, mais ça veut dire quand même... Même en intégrant ce phénomène, vous dites qu'il y a quand même de la conso je pense parce que, si je ne me trompe pas dans les chiffres, aux États-Unis, on estime ça à peu près à 1500 milliards de dollars. Donc c'est considérable. Et on voit bien que ne serait-ce que si on n'utilise qu'une petite partie, 1500 milliards, ça équivaut au plan de relance maximum, quasiment à 1900 milliards. Donc, on voit bien c'est l'investissement de Tesla dans les bitcoins. Là, pour le coup, si tout se cumulait, on pourrait s'interroger sur la surchauffe, peut-être. Parce que là, c'est évidemment très improbable. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est confiant, en fait, dans ce système. Alors après, on regarde des choses, puisqu'on gère des portefeuilles diversifiés. Dans les portefeuilles diversifiés, il y a aussi des obligations, ce qui est un peu plus compliqué. On aime bien tout ce qui est ange déchu sur les obligations. L'idée que quand c'est passé d'un côté de mauvais système de notation et qu'avec une reprise économique, ça risque de repasser dans l'autre sens, c'est assez intéressant. Et on s'intéresse de plus en plus aux obligations chinoises également, émises en yuan. Alors, ce n'est pas réservé à tous les investisseurs parce que c'est un peu pointu parfois, mais c'est là où vous avez du rendement aussi. Et puis, vous avez quand même la perspective d'un yuan qui est quand même censé s'apprécier aussi. Les anges déchus, comme vous dites, là sur le marché obligataire, vous avez peut-être noté que sur le crédit high yield américain, on a touché un taux agrégé historiquement bas, à 4% et moins. C'est-à-dire que le marché intègre déjà beaucoup que de ces anges déchus vont redevenir peut-être des étoiles demain, c'est ça? Le marché du high yield, il faut quand même faire attention parce qu'il y a aussi là-dedans du marché un peu vraiment très dégradé et des entreprises qui sont quasiment zombies aussi. Ça existe aux États-Unis. Il y en a à peu près 20%, grosso modo. Jeanne, je ne sais pas s'il y a un mot à dire peut-être sur le high yield américain, c'est un des autres phénomènes du jour. Il y a une partie qui rejoint la problématique du baril, parce qu'il y a eu une grande partie de distressed, donc avec des CDS. Sur les notes C, généralement, c'est ça. Ce sont des pétrolières de petite taille, et donc dès que le baril remonte, vous avez une contraction. Donc il y a il y a une sensibilité, on va dire, à l'évolution du baril qui fait que ça récupère relativement bien. Mais en fait, de toute façon, le besoin de rendement est partout. Donc on le retrouve sur le high yield, mais on le retrouve sur la dette émergente, on le retrouve sur, sur l'Italie, sur la dette qui n'est pas de la dette émergente, loin de moi. Et sur la dette grecque, sur enfin toutes les dettes. Ce que je dirais simplement, c'est que au-delà, on va dire, pour prendre une approche un peu différente des approches sectorielles ou thématiques, nous, il nous semble aussi, et c'est un pari qu'on a fait en fin d'année dernière et qu'on a gardé, qui est un pari de dire si effectivement la reprise économique s'affirme avec la vaccination, etc., alors les petites valeurs qui ont été très délaissées devraient en profiter davantage que les grandes valeurs qui servent un peu à l'intérieur des marchés d'actions de valeurs refuge. Donc on a fait un gros pari aux États-Unis sur les petites valeurs. Et ça semble payer. Et ce qui est un pari qui s'avère très payant, même. Enfin, ça a été là encore. Ça va très vite. Ça va très vite. Donc on commence à regarder. C'est le Russell 2000 qui est l'indice américain qui est le plus en avance aujourd'hui, partant du 1er janvier. C'est effectivement celui sur lequel on s'était positionné en se disant elles ont été délaissées. On n'est pas forcément dans des thématiques value, croissance, technologie, vert, etc. On est dans des phénomènes qui fait que quand les investisseurs ont peur, ils vont plutôt sur les grandes valeurs de façon un peu indifférenciée. Alors bien sûr, il y a des différences sectorielles qui jouent, mais voilà, ça c'était une chose importante. Et puis bon, la préférence pour les US aussi est un... Toujours ? Ah ben oui. Ah oui. L'Europe ne reviendra jamais alors. Ah si, bien sûr, l'Europe reviendra. Vous me dites préférence pour les US. Mais non, mais on peut garder une position un peu plus qu'une semaine. D'accord. Mais non, mais le grand discours était de dire quand même attention. On a eu un peu de surperformance en Europe en fin d'année dernière. C'était un peu le mouvement qu'on anticipait pour 2021. Donc déjà, ce consensus-là, il s'est effrité. On avait nous la conviction que la croissance aux États-Unis serait meilleure, donc la résilience à la
la fois de l'économie, mais aussi des entreprises, serait meilleure. Et puis, il se trouve que la vaccination, elle aussi, pour l'instant, est meilleure. Donc, les perspectives de reprise d'activité, a priori, ne sont pas forcément meilleures, mais elles sont un peu décalées dans le temps. Il nous semble que l'Europe a pris un peu de retard, peut-être un trimestre. Mais du coup, on attend un petit peu pour se repositionner sur l'Europe. Quand vous regardez un peu votre stock picking aux US, Virginie, est-ce que vous constatez naturellement peut-être que les tailles d'entreprises dans lesquelles vous investissez sont peut-être moins larges qu'auparavant? Est-ce que c'est plus Russell 2000 que S&P 500? Pas forcément. Russell 2000 est surévalué actuellement. Surévalué le Russell 2000. Voilà. Mais ça vous fait regardez, partie des mais petites le problème, bulettes. alors il est surévalué, mais il est déformé. Il n'est pas surévalué globalement. On va dire que le top 20% est surévalué. Voilà. Et dedans, vous regarderez ce qu'il y a dans les premières lignes. Je ne sais pas trop ce qu'il y a, justement. Vous retrouverez les thématiques qu'on a abordées tout à l'heure. Donc, par exemple, plug power, l'hydrogène, voilà, ce genre de choses. Donc, il y a une déformation. Donc il faut être donc j'irai pas acheter du Russell 2000 pour Russell 2000, et d'ailleurs c'est le Russell 2000 qui a le plus progressé sur les 2 derniers trimestres de 2020. Oui, donc le mouvement il a été enclenché bien avant. Et le Nasdaq, d'ailleurs les grosses tech n'ont pas fait grand chose sur la dernière partie de l'année. Donc là attention, il faut pas acheter, il faut vraiment aller chercher du. Après nous on est majoritairement grande cap ou mid cap, mais la mid cap c'est déjà du 10 à 50 milliards. Alors, c'est pas les mêmes données, je suis désolée, mais voilà, on peut avoir quelques petits dossiers, mais pas en majorité. J'avais une dernière question, Jeanne. Vous avez évoqué l'Italie rapidement. Le 10 ans est tombé à 50 points de base au plus bas historique. L'effet Draghi, évidemment. Est-ce que l'effet Draghi peut amener le 10 ans italien à 0, voire en négatif? Est-ce que c'est un mouvement qui peut se prolonger? Écoutez, quand on regarde ce que la BCE prévoit d'acheter, et les émissions des États, on ne sait pas très bien quand est-ce que les mouvements de compression des taux européens, parce qu'elle achète plus que ce que les États émettent, quoi. Donc c'est un squeeze là en fait. Oui. Donc c'est assez compliqué. C'est concevable d'avoir un 10 ans italien à 0. Oui, parce que c'est compliqué de relier ça aux fondamentaux des pays quand vous avez un acheteur qui achète tout, plus que tout. Draghi en Italie, pour conclure là-dessus, je sais pas, Philippe, ça, c'est une thèse d'investissement en soi ou déjà, il faut s'assurer que le gouvernement soit formé complètement. Visiblement, il a l'air d'emballer tout le monde. Parce que je rappelle que le précédent gouvernement n'a quand même pas duré si longtemps que ça. Oui. Alors Draghi, c'est un peu l'emblème. Donc effectivement, c'est important pour les Italiens que l'avoir rapatrié au pays. Donc pour nous, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur les taux italiens, on n'a pas tellement envie d'aller plus loin que ce qui a été fait, parce qu'on ne croit pas non plus que ça va aller très vite vers 0. D'accord. Vous dites c'est déjà un bon prix payé pour l'Italie à 50 points de base. Et pour les raisons que vous avez évoquées. Donc je pense qu'il faut faire attention aux excès quand même. Ouais. Bon, on s'arrêtera là pour ce soir. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché dans Smart Bourse sur Bismart. Virginie Robert, présidente de Constance Associés. Jeanne Asraf-Biton, directeur de la recherche monde de l'Ixor Asset Management. Et Philippe Forny, directeur des gestions privées de BNP Paribas. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème. Le thème ce soir, c'est celui de la sécurité. Et on en parle avec Mathieu Rollin, qui est à mes côtés en plateau, co-gérant du fonds Thematics Safety chez Thematics Asset Management. Bonsoir et bienvenue Mathieu. Bonsoir Grégoire. Bon, un gérant heureux. Le fonds a très bien fait, je crois, l'an dernier, c'est ça? On est assez content, oui. Assez content, plus 40%, grosso modo, c'est ça l'ordre d'idée de la performance du fonds Thematics Safety en 2020. Comment est-ce que vous évaluez justement désormais le potentiel de performance, de croissance que peut représenter ce fonds pour cette année? Derrière, évidemment, on pose la question de la valorisation du thème de la sécurité. C'est vrai que c'est une question qu'on a souvent parce que, vous l'avez dit, la performance était très bonne l'année dernière et certains peuvent avoir l'impression qu'on a pressé le fruit et qu'il n'y a plus rien à l'intérieur. Or, on se rend compte que si on revient un petit peu sur 2020 quand même pour comprendre ce qui s'est passé, ce qui nous a aidés, en fait, on investit dans la sécurité, dans les sociétés qui ont apporté des solutions à la crise. La crise du Covid, ça nous a terrassé, on s'est réveillé un matin, on avait le Covid, on a dû apprendre à vivre avec. Ce qui veut dire qu'on a dû apprendre à vivre autrement. On a dû faire des tests PCR, des tests antigéniques, on a dû aller dans des labos, on a dû désinfecter absolument tout. Mais imaginez les entreprises, du jour au lendemain, il a fallu faire travailler des salariés du bureau
chez eux. Et je discutais avec le directeur financier d'une société qu'on aime beaucoup qui s'appelle Varonis et qui schématisait assez bien ce qui s'est passé. C'est-à-dire que pour un directeur de sécurité informatique, du jour au lendemain, la veille, il gérait un site pour 10 000 salariés et le lendemain, c'était 10 000 sites pour 10 000 salariés. Donc c'était un défi colossal. Donc en 2020, ces entreprises de cybersécurité notamment, elles ont dû un petit peu colmater les brèches. Faire en sorte que n'importe quelle entreprise puisse permettre à ses salariés de travailler à distance en toute sécurité. Et puis l'autre axe aussi qui a plutôt bien fonctionné, c'était l'axe des paiements. Parce qu'on sait très bien quand on ne peut pas se toucher, on ne peut pas se serrer la main, on ne peut pas prendre un objet, on n'a pas eu de toucher des billets, on n'a pas eu de toucher des pièces. Donc on a payé sans contact, on a payé en digital. Tout ça, c'est des tendances qui existaient déjà. Mais c'est des tendances qui ont été accélérées avec la pandémie parce que du jour au lendemain, on n'a pas eu d'autre choix que de travailler à distance, que de payer de façon digitale et puis que de faire un peu plus attention au côté sanitaire. Donc en 2021, si on regarde un peu la situation, alors on a les vaccins en 2021, ça c'est super. Est-ce que l'arrivée des vaccins change la donne ? Alors oui et non. Ça change la donne parce qu'on peut se projeter, si vous voulez, on va dire sur la deuxième partie de l'année, quand une grande partie des populations seront vaccinées, on pourra commencer à prendre une vie, à reprendre une vie plus ou moins normale. Mais le virus ne va pas disparaître. Et puis en 2022, il sera toujours là. Et certainement qu'en 2023, il sera toujours là aussi. On va apprendre à vivre avec un nouveau virus. Comme on a la grippe saisonnière, là, il va falloir apprendre à vivre avec le Covid et ses variants. Ce qui veut dire que ce qui a fonctionné en 2020 va continuer à fonctionner en 2021. C'est-à-dire que sur la partie sanitaire, naturellement, on va continuer à faire des tests. Sur la partie cybersécurité notamment, je vous disais que les directeurs de sécurité devaient du jour au lendemain colmater un petit peu les brèches. Une fois que ça a été fait, elles ont été obligées de repenser structurellement les architectures réseau. Parce que quand vous avez un réseau informatique et que vous devez brancher de plus en plus d'objets, il faut repenser toute l'architecture. Et puis, en 2021, on a aussi la 5G qui monte en puissance. La 5G, ça veut dire beaucoup plus d'objets, comme on a déjà les téléphones qui sont connectés au réseau, mais on a de plus en plus d'objets qui vont être connectés à ça. Donc là encore, il faut repenser l'architecture réseau. Et puis, je reste encore sur les paiements. Les paiements, on a pris l'habitude de payer sans contact, avec ce téléphone, avec même des montres, des bagues, on peut payer avec plein d'objets. Il n'y aura pas de retour en arrière. Et c'est des tendances qu'on avait identifiées en amont. C'est pas que ces tendances sont apparues avec la crise, elles existaient avant. C'est juste que la crise a mis un coup de projecteur, si vous voulez, sur ces tendances. Ça les a accélérées d'une certaine manière, mais on ne va pas revenir en arrière. Est-ce que le fonds est cher aujourd'hui ? Est-ce qu'on justifie les valorisations ? Si certaines sociétés ont gagné 2, 3, 4 ans peut-être de business avec l'accélération de la crise pandémique, est-ce que tout est déjà dans les prix de ce point de vue-là ? Est-ce qu'il va falloir se projeter pour des valeurs de croissance, des thèmes comme ça, des valoriser sur 2030 ? Non. Aller regarder encore plus loin que ce qui est déjà dans les prix. Est-ce que c'est possible ou est-ce qu'il y a encore des prix qui vous paraissent raisonnables pour jouer cette thématique ou ces sous-thèmes que vous avez évoqués? On a encore des choses qui sont tout à fait raisonnables. Nous, notre métier, quand on est gérant de fonds d'actions et sans contrainte comme on l'est, thématique qui plus est, c'est vraiment de connaître au mieux les entreprises et faire nous-mêmes nos valorisations. Et donc, ce qui fait qu'on est très au fait des niveaux de valorisation des titres qu'on a en portefeuille. Ce qui nous différencie, par exemple, des ETF et de la gestion passive, où là, la valorisation, peu importe, ou juste être exposé à un titre. Vous le payez 100 fois le chiffre d'affaires, c'est pas grave, une exposition. Nous, c'est complètement l'inverse. Nous, on est vraiment très discriminant sur la valorisation. Et donc, il y a certains titres qu'on a écrétés, qu'on a complètement sortis du portefeuille parce que les niveaux de valorisation nous paraissaient un peu dingues, on va pas se mentir. Et puis, il y a d'autres titres qui peuvent paraître comme ça artificiellement élevés, enfin une valorisation élevée, mais en fait, quand on voit le réservoir de croissance qu'on a à l'intérieur et quand on voit le changement structurel qui est en train de s'opérer, là aussi, il faut avoir quelque chose en tête. Quand je vous parle par exemple en cybersécurité de nouvelles architectures réseau, il y a des entreprises qui proposent des solutions dont on n'avait pas besoin hier, mais dont on ne pourra pas se passer demain. Et donc on voit bien que ces entreprises qui pour le moment, alors gagnent pas beaucoup d'argent, ont des chiffres d'affaires en croissance de 20, 30, 40, 50% par an. Capables de doubler de taille en quelques années. Voilà, sur les prochaines années. On voit qu'il y a un potentiel énorme. On peut faire un parallèle, c'est pas exactement le même business, mais c'est les mêmes questions qu'on se pose à l'époque sur Salesforce. Souvenez-vous, il y a plus de 10 ans, Salesforce, ça traitait sur des niveaux de valorisation complètement dingues. Et beaucoup disaient, oui, mais Salesforce, c'est beaucoup trop cher. Salesforce est devenu absolument incontournable. La société, les revenus ont été multipliés par 10, 20, et c'est une success story absolument, je dirais, presque sans pareil. ServiceNow, et de la même manière. Donc on a beaucoup d'exemples comme ça de sociétés, et je me permettrai encore un commentaire, c'est que nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de les prendre vraiment en amont
du cycle d'innovation. Ouais. Donc en amont du cycle d'innovation, pourquoi ? Parce qu'on veut profiter de tout ce potentiel de croissance justement et toute cette phase d'accélération et d'adoption des solutions de ces sociétés. Donc c'est vrai qu'on trouve encore des sociétés qui sont sur des niveaux très intéressants. Et puis, alors, moi, il y a un secteur que j'aime beaucoup dans le fond sur l'année 2021, c'est tout ce qui est lié Au paiement. à la sécurité des paiements. Ouais. Là, il y a un vrai potentiel, réservoir de potentiel de croissance. Là, il y a un vrai réservoir, il y a un vrai potentiel. Pourquoi ? Parce que quand je regarde les sociétés que j'aime bien dans le secteur, ça peut être Worldline en France, ça peut être Global Payments aux États-Unis, même Visa, elles traitent sur des niveaux, sur des cours de bourse qui sont peu ou prou ceux sur lesquels elles traitaient avant l'annonce des vaccins. C'est-à-dire que le marché n'a pas anticipé que ces boîtes-là allaient gérer de plus en plus de transactions et qu'il y aurait de plus en plus de sécurité, de besoin de sécurité autour des transactions. C'est un petit peu l'information que ça nous donne. Oui. Et puis, je mets au regard de ça, je vais être très rapide, mais juste 2-3 chiffres. On sait aux États-Unis, par exemple, que le Covid a coûté en revenus aux ménages 400 milliards de dollars. Ouais. On sait que l'État a transféré aux ménages environ, j'arrondis les chiffres, mais juste pour comprendre la mécanique, à peu près 1000 milliards de dollars. Le taux d'épargne aux États-Unis a augmenté de façon absolument dingue et presque jamais vu parce qu'on sait que les Américains épargnent assez peu. Et là, on sait que l'administration Biden est en train de négocier pour avoir un plan de stimulus supplémentaire entre 1000 et 2000 milliards de dollars. Quand on sait que le PIB américain, c'est 70% de consommation, imaginez quand, allez, je vais dire, la plupart des Américains seront vaccinés, ils reprendront une vie normale, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont aller dépenser. Pourquoi ? Parce qu'ils auront de l'épargne. Il y a une vraie thèse sur une explosion de la consommation aux États-Unis au cours de cette année 2021. Ouais, un redémarrage très fort de la consommation parce qu'ils sont habitués à consommer, parce que là, ils sont sevrés de consommation et ça va reprendre. Et donc, parmi les acteurs qui vont en bénéficier, c'est les acteurs du paiement, ceux qui permettent justement qu'on puisse payer avec notre carte bleue, avec notre téléphone, de façon absolument sécurisée, qu'il n'y ait pas de piratage de ces paiements. Et donc, eux, à chaque transaction, ils gagnent un petit peu d'argent. Et donc, c'est pour ça que moi, je suis très optimiste sur ce segment du marché, ce segment de notre portefeuille sur la sécurité. Pour conclure avec le thème des paiements en Bitcoin, est-ce que les acteurs que vous suivez, qu'ils soient dans le domaine de la sécurité ou du paiement pur, est-ce qu'ils sont de plus en plus nombreux à intégrer le paiement en Bitcoin ou à prévoir de le faire ? PayPal a initié la démarche. Évidemment, on a tout le buzz Tesla, Bitcoin depuis hier. Mais sur votre thématique, comment vous évaluez la chance d'avoir le Bitcoin comme un moyen de paiement standard demain ? Alors, le Bitcoin comme moyen de paiement standard demain, peut-être après-demain, mais en tout cas, vous l'avez dit, ce qui se passe avec PayPal, pour moi, c'est très fort et c'est vraiment un acte fondateur dans l'acceptation du Bitcoin comme véritable monnaie d'échange. Alors, Square avait déjà accepté un petit peu avant. PayPal a fait une entrée fracassante et a fait des annonces très très fortes. Et puis, c'est pas la même taille. Square, c'est 30 millions d'utilisateurs. PayPal, il tangente les 400 millions. C'est 1000 milliards de transactions sur PayPal. C'est un acteur vraiment de taille. Et on voit que je dirais, ces annonces et cet engagement vis-à-vis du Bitcoin, ça contribue, je dirais, à faire entrer le Bitcoin dans notre vie de tous les jours pour réaliser n'importe quelle transaction. Et le fait que Tesla soit rentré dans la brèche ouverte par PayPal, et Elon Musk aussi qui a été assez vocal là-dessus, laisse à penser que véritablement on va aller vers une acceptation du Bitcoin. Alors là aussi, tout n'est pas simple parce on sait que les banques sont plutôt réticentes au Bitcoin, parce que les banques centrales sont réticentes au Bitcoin, parce que la banque centrale, elle maîtrise le dollar, elle maîtrise l'euro, elle maîtrise les devises. Elle n'a pas du tout la main sur le Bitcoin. Non. Donc elle n'a aucune raison d'aller favoriser ou pousser l'adoption du Bitcoin. C'est pour ça que, de mon point de vue, le fait que PayPal soit très actif et sur ce domaine-là, c'est vraiment un acte fondateur dans l'acceptation du Bitcoin. Et il faut voir une chose, c'est que plus le Bitcoin sera utilisé, plus le nombre de transactions seront faites et plus le Bitcoin sera une monnaie normale, moins le Bitcoin sera volatile, parce que ça, c'est encore un sujet. Quand vous regardez la volatilité du Bitcoin... 10 fois celle d'une monnaie classique. Mais voilà, vous vous dites, est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir du Bitcoin ? Parce que, ok, je peux gagner 15, mais je peux perdre 20 aussi. Donc, une fois que cette volatilité va baisser, on aura une monnaie qui rentrera de plus en plus dans les mœurs. Et là aussi, c'est des opportunités pour les sociétés de paiement, parce que la sécurité est au cœur du Bitcoin. Bon, on en revient toujours au Bitcoin. C'est vrai que depuis hier, avec l'entrée de Tesla sur ce marché, beaucoup de sujets nous ramènent au Bitcoin. Merci beaucoup, Mathieu. C'était le sujet, c'était la sécurité avec vous. Ce soir, le thème de la sécurité sur les marchés actions. Mathieu Rollin, co-gérant du fonds Thematics Safety chez Thematics Asset Management, qui était avec nous dans Marché à thème ce soir dans Smart Bourse sur Bismart. On se retrouve demain à 12h30 en direct. C'était Smart Bourse avec eToro,
leader mondial des plateformes de trading social.